C'est un poisson pas comme les autres. Rapide et puissant, il sillonne pratiquement la totalité de l'océan Atlantique. Capable d'un comportement social hors du commun, il a le sang chaud, comme nous. C'est une espèce cruciale, pour les chercheurs comme pour les pêcheurs. Nous allons pénétrer dans son univers mystérieux grâce à des images inédites. Bienvenue chez les thons rouges de l'Atlantique. Le Grand Large est un écosystème où se côtoient les extrêmes. Les espèces qu'il abrite vont des plus gigantesques aux plus petites. Et selon le mouvement des courants marins, elles passent du festin à la famine. Toutes sont conçues pour résister à l'adversité. Ici, l'évolution a souvent suivi un chemin radical, mais un animal surpasse tous les autres. Le thon rouge de l'Atlantique. C'est l'un des plus grands prédateurs parmi les poissons. Il peut mesurer plus de 3 mètres et peser jusqu'à 700 kg. Tout en muscles, il est incroyablement puissant, ce qui ne l'empêche pas de nager à 80 km/h. Le grand public ne connaît le thon que comme aliment. La force, l'intelligence et la grâce de ce poisson restent méconnues. Il est tellement rapide et insaisissable qu'il a rarement été filmé à l'état sauvage. Le biologiste et documentariste Rick Rosenthal a consacré la majeure partie de sa carrière à filmer la vie sous-marine. L'une de ses missions l'a marqué durablement. En 1998, Rick était au beau milieu de l'Atlantique, dans l'archipel des Açores. Alors qu'il filmait une scène déjà impressionnante, il a fait une rencontre encore plus extraordinaire. Tout près des côtes, je nageais à l'endroit où la nourriture abonde. Parmi des dauphins, des maquereaux, des sardines et des puffins cendrés. C'est l'une des scènes les plus impressionnantes que j'avais jamais vues. Les dauphins rassemblent des sardines et des maquereaux avec l'aide d'oiseaux marins qui plongent sous l'eau. Grâce à l'écholocation, ils repèrent tout d'abord leur proie, puis les désorientent, forçant les petits poissons à former une boule pour mieux se protéger. Les oiseaux plongent à près de 15 mètres de profondeur. Et des centaines de thons albacores et de dauphins regroupent les proies. C'est un formidable banquet collectif qui se déroule sous nos yeux. Rick était ravi d'avoir réussi à filmer ce magnifique balai sous-marin. Mais il a ensuite été témoin d'un spectacle encore plus prodigieux. D'énormes thons rouges ont surgi des profondeurs pour dévorer les maquereaux. Des mastodontes de 450 kilos, à côté desquels les dauphins avaient l'air tout petits, sont venus avaler des quantités de poissons juste à côté de moi. Jamais je n'avais filmé quelque chose d'aussi fort sous l'eau. J'ai rapporté les premières images de thons rouges en train de se nourrir dans leur milieu naturel. Personne n'avait en effet encore filmé une telle scène. Pour Rick,
ça a été un déclic. On trouve des thons rouges de l'Atlantique dans quasiment toutes les mers du monde. Mais cette partie de l'océan constitue leur zone de prédilection. Les 9 îles volcaniques de l'archipel des Açores se situent dans la zone de frottement entre 3 plaques tectoniques. La faune, la flore et les courants de tout l'Atlantique y convergent, créant une biodiversité très riche. Les courants qui circulent ici sont comme des autoroutes. Au printemps et en été, les petits poissons comme les sardines et les maquereaux affluent par bancs entiers. Ils forment un convoi géant de nourriture pour les thons, qui viennent se constituer des réserves de graisse. Pas seulement le thon rouge, mais aussi le thon blanc, la bonite à ventre rayé, le thon albacore et même le thon obèse. On les trouve tous ici. On ne voit ça nulle part ailleurs. Ces îles attirent la faune marine comme des aimants. Ou plutôt attiraient. Rick revient chaque année dans les Açores. Mais aujourd'hui, les boules de poisson si caractéristiques se font rares, tout comme le thon rouge de l'Atlantique. Il fut un temps où cette espèce semblait invincible et symbolisait la bonne santé de l'océan. Ces dernières années, seuls quelques thons rouges ont été aperçus ici. Alors qu'il y a 10 ans, on nageait parmi eux, tout près du rivage. Aujourd'hui, on n'en trouve plus. Alors Rick veut savoir où est passé le thon rouge. Les premières pistes sont à chercher le long des côtes, de part et d'autre de l'Atlantique. Autrefois, ce poisson n'était guère prisé par les pêcheurs. Les plus gros avaient la réputation d'abîmer les filets, ou pire encore, de faire basculer les marins par-dessus bord. Les temps ont bien changé. Aujourd'hui, plus ils sont gros et plus les pêcheurs sont contents. Les plus beaux spécimens peuvent avoisiner la demi-tonne. Dans le golfe du Saint-Laurent au Canada, c'est le début de la saison du thon rouge. Les prises sont réglementées et répertoriées, car la pêche est soumise à des quotas très stricts. Chaque patron de pêche n'a droit qu'à 1 ou 2 spécimens par an. Il y a 40 ans, le kilo de thon rouge se vendait à une bouchée de pain. Mais depuis, le monde entier s'est pris de passion pour les sushis. Le thon rouge est desservi par sa grande taille. En le dotant d'un tel gabarit, la nature en a fait une prise de choix. Pourquoi et comment est-il devenu aussi énorme? Quel est l'intérêt pour l'animal lui-même? Pour le savoir, il faut remonter à un lointain passé. Les ancêtres du thon rouge évoluaient dans les eaux chaudes des mers subtropicales. C'est d'ailleurs là qu'aujourd'hui encore, bon nombre d'entre eux voient le jour. Le golfe du Mexique est l'un des rares endroits où le thon rouge de l'Atlantique se reproduit. L'incursion de la mer des Caraïbes dans le golfe donne lieu à une concentration de nutriments. La remontée des courants charrie petits poissons, larves et œufs. Les prédateurs suivent le mouvement, sous l'eau comme dans les airs. Rick les suit à la trace, pour mieux comprendre pourquoi le thon rouge a atteint cette taille hors du commun. Plusieurs espèces de thonidés viennent frayer dans cette zone. Les bonites à ventre rayé sont petites. C'est cette variété que l'on retrouve en boîte de conserve dans nos placards. Leur population est importante.
Chez elle, le frai dure des mois. Plus une espèce pond, et plus elle a de chances de survivre et de se perpétuer. C'est également le cas des thons albacores. Pendant des semaines entières, l'eau devient trouble, du fait du pullulement de leurs œufs. Les techniques de pêche utilisées pour cette espèce ont soulevé un tollé chez les défenseurs des dauphins, qui se retrouvent pris dans les filets. Le thon albacore est un prédateur spectaculaire. Il n'est pas rare qu'il bondisse hors de l'eau pour attraper des poissons volants. Ce thon n'a aucun mal à attraper des proies. Mais dans cette zone de frai, le véritable combat pour la survie se joue autour de la reproduction. Chaque espèce doit tenter de dominer ses rivaux. Le thon rouge a une approche singulière, mais elle demande beaucoup d'efforts. Il produit beaucoup moins d'œufs que les autres thons. Il ne vient frayer ici qu'une fois par an, au printemps. Sous l'effet des courants, des masses d'œufs se forment, toutes espèces confondues. Pour le thon rouge, c'est un avantage. Ces œufs sont en minorité parmi les milliards d'autres. Ainsi dispersés dans le très grand nombre, ils échappent aux prédateurs. Chaque œuf ne mesure qu'1 millimètre de diamètre. Au bout de 2 jours, il éclot et la larve commence à se développer. Quand l'alevin aura atteint l'âge adulte, sa taille aura été multipliée par 1 milliard. Le thon rouge compense la faiblesse de ses effectifs en grossissant rapidement. Ainsi, il a dès le départ un atout. Mais désormais, il doit faire face à une difficulté plus importante. Rester en vie. Le danger est lui aussi de taille. Le plus gros poisson de l'océan est le redoutable requin-baleine, qui peut peser jusqu'à 30 tonnes. Son appétit est à l'avenant. Il fend les eaux en avalant d'innombrables œufs de thon. Sa gueule de près d'1,50 m de large est idéale pour ratisser la surface. Et même si les thons survivent à cette épreuve, ils ne sont pas au bout de leur peine. Le danger vient aussi du ciel. Toute l'année, les oiseaux marins chassent des petits poissons dans cette zone. Le thon rouge doit donc vite atteindre la taille adulte. Au bout de 9 jours, moins de la moitié des œufs pondus ont survécu. Ils ont trouvé une cachette. Des tapis flottants d'algues des sargasses font office de couveuse, où les nouveau-nés vulnérables peuvent s'abriter et se camoufler. Les poissons viennent ici pour se fondre dans le décor. Rick, lui, vient justement pour les observer. Les bébés thons rouges sont pratiquement impossibles à déceler parmi la profusion d'alevins. Un comble pour des poissons qui seront bientôt énormes. Sous les algues des sargasses, je cherche vraiment de très jeunes poissons. C'est difficile de repérer les bébés thons.
Il y a des milliers de poissons qui me suivent. J'ai l'impression d'être le joueur de flûte de Hamelin. Quel magnifique tapis d'algues. Il y a des centaines et des centaines d'alevins en dessous. Des carangues, des thons, des dorades coryphènes, des balistes. C'est une véritable zone d'alvinage. C'était magnifique. Mais les courants chauds de la mer des Caraïbes n'offrent pas le type de nourriture dont les thons rouges ont besoin. Pour devenir des adultes imposants, ils doivent entreprendre un voyage périlleux vers des eaux plus riches. Ils ont une chance sur 40 millions de réussir. Leur survie dépend d'un courant mythique, le Gulf Stream. Véritable dynamo de l'Atlantique, son débit est plus de 100 fois supérieur à celui de tous les fleuves de la planète réunis. Certaines espèces aquatiques profitent de ce courant pour se laisser transporter à moindre frais. Mais pas le thon rouge. Dès qu'il est assez grand, il prend un autre chemin. Pour continuer à se nourrir, il entreprend une mystérieuse migration vers le nord, qui durera toute sa vie. Au cap Hatteras, sur la côte est de la Caroline du Nord, le courant chaud du Gulf Stream croise le courant du Labrador et ses eaux glacées venues d'Arctique. À l'endroit où ces deux systèmes se rencontrent, leurs forces tourbillonnantes réunissent deux communautés marines distinctes et apportent une profusion de nourriture. Pour trouver des thons, le capitaine de pêche sportive Darin Callahan sait exactement où emmener Rick. Regardez les oiseaux, pile sur l'axe. Ils savent, ça se voit. C'est là que les deux courants entrent en contact. Il y a une vingtaine de degrés de différence entre les deux côtés. Il y en a un vert et un bleu foncé. Il le conduit dans la zone de confluence entre les deux courants. C'est bon, Rick? À cet endroit, deux possibilités s'offrent aux thons. Ils peuvent soit rester dans les eaux chaudes qui bifurquent en direction de l'Europe, soit suivre le courant froid qui remonte la côte est. Mais seul le thon rouge de l'Atlantique est capable de survivre aux températures glaciales du Nord. Quand il dépasse les 100 kg, il est assez robuste pour s'adapter aux températures les plus basses comme les plus élevées, et peut ainsi chasser dans des zones où d'autres espèces de thon ne s'aventurent pas. Il y a des thons rouges à environ 15-18 mètres sous le bateau qui nagent tranquillement en cercle régulier. Ils font entre 20 et 50 kilos. Il y a tout un banc là-dessous. Ils se sont approchés. Très calmes. Ils sont là. Mais la taille ne fait pas tout. En suivant une voie distincte des autres, les thons rouges doivent remonter le courant et relever de nouveaux défis. Pour affronter ces eaux glaciales, ils disposent d'une faculté impressionnante. On va continuer à 100 nœuds Dans ce coucou? par beau temps. Comment les grands migrateurs gèrent-ils ces conditions difficiles et changeantes? Pour les apercevoir lors de leur progression vers le nord, Rick doit prendre un peu de hauteur. Le pilote Wayne Davis va l'aider à repérer les thons rouges à 1000 pieds, soit environ 300 mètres, au-dessus du golfe du Maine. Avec un seul moteur et un seul bidon de kérosène en réserve, il n'a pas droit à l'erreur.
Les pêcheurs locaux louent les services de pilotes expérimentés comme Wayne pour les mener jusqu'au thon, parfois à des centaines de kilomètres de la côte. Les thons remontent rarement à la surface. Et même quand c'est le cas, les repérer n'est pas chose facile. Certains jours, Wayne survole la zone sans en voir un seul. Mais aujourd'hui, la chance lui sourit. Côté tribord pour vous. Vers 2 heures, à 300 ou 400 mètres, il y a 3 bancs de thon rouges. Vous allez en traverser un. On dirait des thons là-bas. On les tient. Wayne a repéré un banc d'énormes thons rouges. Depuis son appareil, il observe des comportements que même les chercheurs ne voient pas. Ces thons s'en sortent en unissant leurs forces. Comme les oies qui volent en formant un chevron, ils dépendent les uns des autres pour avancer vite et loin. En nageant en formation, ils sont mieux à même de trouver des proies, d'éviter les prédateurs et d'économiser leur énergie. Les thons rouges sont ainsi capables d'un comportement social très élaboré. Aucun autre poisson n'agit de la sorte. Ils ne voyagent d'ailleurs pas seuls. Ils suivent un groupe de baleines à bosse. Il y en a un paquet. Des petits, des gros. À côté de baleines à bosse. Je suis à une dizaine de kilomètres au sud par rapport à vous. Bien, on se tient au courant. Ça marche. Les nuées d'oiseaux marins sont un signe très parlant. Les baleines sont en train de chasser. Mesurant en moyenne 13 mètres de long, les cétacés effectuent des plongées peu profondes et créent un rideau de bulles autour des poissons. Ces turbulences font office de filets qui emprisonnent leur proie. Grâce à leurs fanons, les baleines filtrent des centaines de litres d'eau pour en retenir les micro-organismes. Et ensuite, leurs mâchoires se referment d'un coup sec. Leur nageoire caudale fend les flots et elle plonge à nouveau. La baleine à bosse est une espèce protégée. Rick sait qu'il doit garder ses distances. Tout à coup, il voit un banc de thon rouge. Les thons traversent à toute vitesse les filets de bulles qui réduisent dangereusement la visibilité de Rick. Il réussit à s'en extirper, et plusieurs baleines foncent dans sa direction. Deux d'entre elles refont surface juste à côté de lui. Une troisième l'évite de justesse.
Les baleines à bosse et autres grands cétacés, comme ces rorquals communs, peuvent sillonner les mers des tropiques jusqu'au pôle pour se nourrir. Mais comment font-ils pour supporter une telle amplitude thermique et passer des profondeurs à la surface? Ils ont le sang chaud, une caractéristique rare chez les espèces aquatiques. Mais le thon rouge en fait partie. Voilà son arme secrète. Il peut réguler sa température corporelle. Ce poisson incarne la magie de l'évolution. Il s'est approprié la chaleur des mammifères. Cette aptitude lui permet de chasser pratiquement où il veut, dans les zones où la nourriture abonde et où les prédateurs sont rares. Mais à chaque fois qu'un animal trouve une niche, il fait le bonheur d'une espèce rivale. Voici un prédateur naturel du thon rouge. Un mammifère marin au nom improbable de pseudorque ou faux orque. Au fil de l'évolution, ce cétacé a acquis une position dominante. Ses ancêtres ont gagné en rapidité, en taille, en puissance. Il a fini par devenir un redoutable adversaire et l'un des seuls prédateurs naturels du thon rouge. Sous des dehors inoffensifs, il est en réalité parfaitement équipé pour tuer. À l'instar des loups, les fausses orques sont sociables et chassent en groupe, pouvant réunir jusqu'à une centaine d'individus. Celui qui a pris une proie ne la mange pas seul. Il la partage avec ses congénères. Il s'agit en l'occurrence d'un énorme thon rouge de près de 2 mètres. Ces images sont totalement inédites. Mais ce n'est pas la fausse orque qui fait peser la plus grande menace sur le thon rouge. C'est l'homme. Les patrons de pêche recensent la population de l'espèce. En 50 ans, leur nombre a chuté de 75%. Et c'est principalement dans la zone où ils se rassemblent pour migrer vers le nord qu'ils sont décimés. Le golfe du Saint-Laurent attire les poissons. Et bien sûr les pêcheurs. Dans cette zone, l'eau douce des grands lacs apporte une grande variété de nourriture. Par conséquent, le plancton, les petits poissons et les oiseaux attirent les prédateurs naturels et les hommes. Ces pêcheurs ne veulent pas attraper des thons, mais des harengs et des maquereaux, exactement ce dont se nourrit le thon rouge. Les gens du coin savent où trouver du thon rouge. Rick les accompagne dans l'espoir de nager parmi son espèce de prédilection. Nager à cet endroit est dangereux, et pas seulement pour les poissons. Quand on plonge près des bateaux de pêche, c'est un peu angoissant. Si vous vous prenez dans un filet, personne ne viendra vous aider. Les pêcheurs ne peuvent pas savoir que vous êtes là. Quand ils remonteront le filet, parmi les tonnes de poissons pris au piège, il y aura juste 80 kilos de plus. Plonger sans bouteille autour des filets de pêche comporte des risques. Mais Rick est récompensé. Il aperçoit un rorqual à museau pointu, un animal si farouche qu'il a rarement été filmé d'aussi près.
Le savoir ici est plus inquiétant que réjouissant. Quand les rorquals à museau pointu viennent assouvir leurs instincts gloutons en se nourrissant près des bateaux de pêche, ils jouent un jeu dangereux. Ils risquent de se prendre dans les filets. Pour le rorqual, cette concentration de proie est aussi irrésistible que les boules de poisson pour le thon. Mais où sont donc les thons rouges? À quelques mètres des filets, les voilà qui surgissent de nulle part. Quand on filme dans ces eaux vertes et que tout à coup un thon énorme déboule, on n'en revient pas de voir un poisson aussi gros. Il se peut que les thons rouges aient appris à éviter le danger des filets. Extrêmement intelligents, ils savent s'adapter. Quand ils repèrent un poisson flottant au gré des courants, ils l'approchent avec prudence, peut-être pour vérifier qu'il n'est pas accroché au bout d'une ligne. Le thon rouge est aussi malin qu'insaisissable, pour les pêcheurs comme pour les documentaristes. Filmer les thons n'a rien à voir avec les prises de vue sous-marines que je fais d'habitude. Les thons se déplacent très vite. Souvent, on n'a qu'une seule chance, ils n'apparaissent que 2 minutes avant de disparaître. C'est un animal bâti pour la vitesse. Il est nécessaire qu'il parcourt à chaque seconde l'équivalent de la longueur de son corps. En effet, il doit continuellement faire passer de l'eau à travers ses ouïes pour qu'elle soit oxygénée. Ce qui le pousse à avancer, c'est sa thermorégulation et son appétit féroce. Pour avoir le sang chaud, il doit manger beaucoup. Et pour manger beaucoup, il doit être rapide et prêt à voyager. À la fin de l'automne, le thon rouge se dirige vers le grand large, sur les traces des bancs de petits poissons. Nul ne sait où ils vont. Cet instrument étrange détient peut-être la réponse. Quand ça clignote, c'est que la balise est éjectée. Les biologistes marins sont en passe de percer les secrets de cette espèce. Barbara Bloch étudie les routes migratoires des thons. Pour cela, elle dispose d'un émetteur qui lui indique leur déplacement. Ces balises satellites auto-éjectables ont été fixées sur de nombreux thons rouges. Elles sont très complètes. Elles recueillent des données sur la lumière, la pression et la température ambiante. Elles transmettent ensuite ces éléments à des satellites. Il s'agit là d'un système GPS qui indique aux chercheurs où vont les thons. La principale difficulté consiste à les fixer sur les animaux. Barbara Bloch met l'expérience des pêcheurs à contribution. Le cerf-volant atténue la traction sur la ligne à laquelle l'appât vivant est accroché. Ce dernier a donc l'air de nager plus naturellement. Il faut parfois attendre une journée entière. Un gros thon. Espérons que ça morde. Je l'ai. Attention, Denis, il se rapproche. Un thon rouge déploie une telle activité musculaire pour se débattre que sa température corporelle grimpe en flèche.
Ils ont affaire à un mastodonte combatif de près de 200 kilos. Il ne faut pas le laisser filer. Encore un peu, Denis. Il est énorme. Bouge plus. Je te tiens. 1, 2, 3, allez! Ils ne doivent pas perdre de temps. 230-82. 230-82. Dans quelques mois, la balise se détachera automatiquement et remontera à la surface avec une multitude de données. Sur le flanc. C'est bon? C'est parti. Attention à sa nageoire. Bravo les gars. À ce jour, les chercheurs ont recueilli des données concernant des milliers de spécimens. Les résultats sont surprenants. Il existe plusieurs groupes de thons rouges de part et d'autre de l'Atlantique. Mais ce qui est inattendu, c'est qu'ils vont très loin et se mêlent les uns aux autres. Les patrons de pêche doivent donc revoir leur mode de recensement. Le nombre de thons rouges est encore inférieur à celui annoncé. Certains d'entre eux font le tour de l'Atlantique et parcourent plus de 15 000 km. C'est l'une des migrations les plus longues du règne animal. Comment réalisent-ils cette prouesse? Ils disposent d'un organe pinéal, sorte de troisième œil situé au sommet de leur tête. Véritable fenêtre photosensible, il leur permet de s'orienter en fonction des rayons solaires. Ils suivent également les odeurs et les variations de température. Un thon rouge peut vivre jusqu'à 40 ans et traverser plusieurs fois l'Atlantique au cours de son existence. Les balises satellites en ont localisé plusieurs dans ces eaux reculées. Rick est retourné aux Açores. Cela fait plus de 10 ans qu'il y a vu les thons rouges et les fameuses boules de poisson. La plupart des pêcheurs du coin sont sceptiques. Mais l'un d'eux affirme avoir vu un banc de milliers de thons rouges. Voilà peut-être l'occasion que Rick attendait. Le pêcheur les a vus très loin des côtes. Alors Rick recrute le meilleur équipage de la région. S'aventurer aussi loin vers le large comporte des risques. Les conditions océaniques sont instables en cette saison. D'ailleurs, très vite, la météo se gâte. Aucune petite embarcation ne peut prendre la mer. Pour pouvoir filmer, Rick a besoin d'un ciel dégagé et d'une mer calme. La météo finit par redevenir clémente. Mais 16 jours ont passé. Les thons sont peut-être partis. C'était un pari. On ne savait pas si les thons y seraient encore. Déjà, on n'était pas sûr d'arriver jusque-là, ni de les trouver. Ça n'était pas du tout gagné. À 100 km des côtes, ils aperçoivent un signe prometteur. Il y avait de l'action, des explosions en surface. Ils sont là. C'est reparti. Il y en a plein. Là et là. Rick attendait cela depuis longtemps. Je vais m'équiper. Il s'attend à un spectacle sous-marin de toute beauté. La boule de poisson est énorme. J'ai pris ma caméra et j'ai plongé. Et j'ai nagé avec eux. Je les ai suivis, tant bien que mal. Et j'ai vu des thons foncer comme des torpilles autour de moi. Au loin, dans l'écume, des centaines et des centaines de thons rouges de toutes les tailles.
Ils allaient de 50 à 350 kilos. Il y en avait des gigantesques et des plus petits. C'est comme des bombes qui explosent. Les thons et les poissons fendent l'eau claire. Je ne voulais pas être percuté par un thon qui poursuivait sa proie à 40 ou 50 km/h. C'était dément. Il rassemblait les maquereaux. Il faisait tout ce qu'il fallait pour les désorienter. J'ai assisté à cette frénésie, ce mode de chasse ancestral. Le fait que des thons rouges de tous âges nagent ensemble est bon signe. La présence d'adultes indique que l'espèce peut se reproduire, et les plus jeunes incarnent l'avenir. Dans cette zone, ils ont trouvé un refuge. Est-ce que c'est vraiment un sanctuaire inconnu des pêcheurs? Je ne sais pas. Au fil des millénaires, le thon rouge a su évoluer pour devenir le maître des mers. Malheureusement, il n'est pas équipé pour résister aux nouvelles habitudes alimentaires de l'homme. Les thons sont les emblèmes d'un océan en bonne santé, comme les marlins ou les requins. Le grand thon rouge de l'Atlantique est au bord de l'extinction. Il en reste très peu dans l'océan. S'il venait à disparaître, ce serait une perte terrible pour la planète. C'est maintenant ou jamais. Demain, vous plongerez dans l'eau bleu clair des Gravières. Elle abrite une drôle de faune. Mais pour l'heure, comme chaque soir, place à Arte Journal, également disponible en version augmentée sur le web. Ce soir, sur